emploi. On avait à une époque des conventions pluriannuelles avec l'État qu'on n'a plus. Voilà. Donc moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une, puisque c'est le débat aussi, c'est qu'il y a une crise majeure, actuelle. Donc il y a une crise sociale, mais il y a aussi une crise par rapport au changement climatique et à l'appauvrissement de la biodiversité, bien évidemment. Et les associations d'éducation à l'environnement, nous sommes organisés en réseau au niveau régional, et on est représentés, on est plusieurs ici, et on est organisé au niveau national avec le réseau École et Nature, et les associations d'éducation à l'environnement font un travail essentiel pour la transition, et dans un esprit, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, dans un esprit de concertation, de travailler ensemble, de faire des propositions, d'élaborer des propositions. Et malheureusement, on n'est pas reconnu à la hauteur des enjeux, et même... Qu'est-ce qui vous manque? Alors, qu'est-ce qui manque? Justement, il y a presque plus... Souvent, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue et il y a plus de conventions pluriannuelles. Moi, je pourrais citer l'exemple du ministère de la Transition, le ministère de la Transition écologique. On avait 10 000 € de subventions, c'est descendu à 5 000 il y a 2 ans et 2 000 l'année dernière. Voilà, donc c'est des exemples de baisse de moyens, alors que pourtant, tout le monde dit que si on veut faire la transition, il faut aussi faire une action à long terme, et pas qu'une action de communication, et pas que des effets d'annonce sur les problèmes écologiques. Vos 8 emplois, voilà. Monsieur, vous les avez sauvegardés? Alors, on essaye de les sauvegarder, maintenant on a aussi des... Comment vous faites? Comment on fait? Eh bien, on a 65%, voire 70% de recettes hors subvention. Donc on a un éco-gîte de groupe qui fonctionne à l'énergie solaire, qui consomme très peu d'énergie, donc on loue pour des fêtes, pour des anniversaires, pour des associations, etc. Voilà, donc des revenus, on a des revenus de ce genre, on reçoit des classes, etc. Voilà. Merci. Alors, donc moi ce que je dis à monsieur le ministre, on pourrait faire faites une action durable, ne faites pas que de la com, faites une action durable, co-construite avec les associations, les associations ont plein d'idées, là, et sur l'éducation de l'environnement, on aurait plein de propositions à vous faire, on peut vous les transmettre, là, en 5 minutes, je ne vais pas vous les dire, mais il y en aurait plein, et vous avez besoin des associations, hein, et la suppression des emplois aidés, c'est un gros problème, et monsieur Macron a commencé à le reconnaître, hein, il y a plein d'associations, en particulier dans les quartiers, qui font du soutien scolaire, qui font de l'alphabétisation. Et si elles n'ont plus d'aide, il y en a qui disparaissent. Et est-ce que ça risque pas de développer la violence, de développer le radicalisme dans les quartiers? Voilà, c'est le problème que je pose. Je ne suis pas directement concerné quand je vous dis ça. Merci beaucoup. Monsieur, levez-vous. Dites qui vous êtes. Bonsoir. François Guillemage, je suis le président de la Ligue pour la protection des oiseaux au PACA. Je suis aussi au conseil d'administration de la LPO France. Donc déjà j'abonde sur tout ce qui vient d'être dit. J'ai pas fait exprès d'intervenir après le monsieur, mais voilà, je vais pas répéter tout ce qu'il a dit. J'insiste quand même par rapport à ce que vous avez dit sur 2 points. C'est que la trésorerie dont a parlé monsieur le ministre tout à l'heure, c'est un point fondamental pour les associations. Parce qu'une association, elle ne va pas thésauriser de l'argent, elle ne peut pas. Donc ça peut tout simplement faire fermer des activités qui sont pourtant pérennes, hein, parce que l'argent n'est pas là tout de suite. Il arrive 6 mois après, et voilà, donc c'est un problème très très important, surtout pour les moyennes structures. Nous, par exemple, on a 30 salariés, c'est pas non plus énorme, mais ça commence à être pas mal. Et 30 salariés, il faut les payer. Au niveau régional? Au niveau régional, oui. Bon, c'est un exemple, hein, mais j'ai retenu dans vos propos là, tout à l'heure le contrat pluriannuel. En fait, moi, je pense qu'il faut attendre de l'État, une association, ce qu'elle attend de l'État, c'est s'il s'engage avec elle parce qu'elle aura accompli des missions d'intérêt général. Donc nous, par exemple, c'est l'éducation de l'environnement aussi, c'est la protection de la biodiversité. Parfois, on va contre l'État, mais pour son bien, on attaque des projets que l'État a menés. Mais en fait, je pense qu'on lui rend service parce que lui, il est soumis à des pressions qu'il n'a pas forcément envie de subir. Et nous, on est plus indépendants, mais quelque part, je pense que même là, on est utile. C'est pas, quand je dis contre l'État, c'est pas contre l'État en sens noble du terme, c'est contre le fonctionnement à un instant T de l'État. Donc tout ça, le contrat pluriannuel, si l'argent arrive régulièrement en début d'année, même si la somme est plus réduite, c'est pas une question de combien est donné, ça permet une stabilité, une pérennité, et je pense que c'est tout aussi important que la quantité d'argent donné en subvention. Pour moi, c'est fondamental. Merci. Je peux juste finir, oui. j'avais un deuxième point à aborder. C'était la gouvernance. Vous l'avez dit tout à l'heure, merci à ceux d'être libérés pour ceux qui travaillent.
Moi, je constate que dans les conseils d'administration des associations, le nombre de personnes non retraitées est quand même assez bas. Et c'est un vrai problème. Et je pense que l'État doit travailler à ce que les gens puissent avoir plus de liberté pour donner leur temps. Parce qu'à un moment donné, une gouvernance, elle doit être plurielle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir qu'une classe d'âge dans la gouvernance. Et j'ai rien du tout contre les personnes à retraite. Mais il faut que ça soit pluriel, qu'il y ait des jeunes, des personnes actives, des retraités. Et ça, c'est un vrai souci pour tous les associations. Merci, madame. Bonsoir, je suis Fanny Andreux, je représente l'Union nationale des associations de tourisme dans la région. Monsieur a parlé des emplois aidés, donc nous voulions témoigner d'un accompagnement que nous avons proposé dans le cadre des emplois d'avenir. Donc à partir de 2012, quand ceux-ci se sont créés, l'Union l'UNAT en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons souhaité nous emparer du sujet. Et on a signé un protocole d'accord avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la préfecture de région pour le déploiement de 100 emplois d'avenir dans le tourisme social et solidaire, puisque l'UNAT est la tête de réseau, la coordination de ce secteur-là. Nous avons souhaité accompagner les employeurs de notre réseau pour le recrutement de jeunes en emploi d'avenir et en même temps pour permettre à des jeunes de bénéficier d'une première expérience et d'une formation. Nous avons monté une plateforme de formation avec notre organisme de formation partenaire qui témoignera après moi, la DREP, et une formation pour proposer des parcours à des jeunes qui n'étaient pas du tout insérés dans le milieu professionnel autour de plusieurs métiers, l'animation, la cuisine, la maintenance et l'accueil. Nous avons pu regrouper des jeunes sur un même lieu de formation, ce qui a pu en même temps leur faire connaître le vivre ensemble. Certains n'avaient jamais quitté leur milieu pour la plupart, donc ça a été vraiment une expérience riche au niveau humain et au niveau professionnel. Donc ces périodes de formation ont été proposées en intersaison, puisque ces jeunes avaient intégré une entreprise avec un emploi. Et ça a été pour eux une réelle opportunité d'avoir un vrai parcours emploi-formation. Donc on a formé une 60aine de jeunes dans le cadre de cette plateforme. Tous ont pu valider et tous ont réussi un titre professionnel qui leur a permis de pouvoir rester pour la plupart aussi dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a fait un suivi qui nous permet de savoir que de nombreux jeunes sont encore en poste. Je cherchais quoi finir, mais donc je vais laisser parler l'organisme de formation. Non, on va y revenir, vous avez tout dit, donc une réussite. Monsieur. Bonsoir, je m'appelle Grégoire Caldet, je suis président de Marseille France Bénévolat et vice-président national. Le France Bénévolat, c'est le premier réseau national d'accueil et d'orientation des bénévoles. D'ailleurs, on a organisé des bénévoles à l'association qui est magnifique, celle de Pérol. J'ai deux questions. La première, c'est, monsieur le secrétaire d'État, comment vous pensez et quelles dispositions pour valoriser et reconnaître l'engagement bénévole? C'est la première question. La seconde, nous sommes engagés sur Marseille auprès des bénéficiaires du RSA pour faire du bénévolat. On les sensibilise, on les voit. Et puis tout dernièrement, patatras, le Premier ministre a dit d'un coup il faudra des contreparties. Alors ça c'est un caillou qui vient un peu dans la chaussure au bon moment. Il faudrait éclairer, dégager le terrain et pour dire un peu ce qu'on veut faire. Parce que quand on dit qu'ils sont bénéficiaires, je m'excuse, mais étymologiquement, bénéficiaires de quoi? D'accord? Ils sont désocialisés, ils sont un peu abandonnés et le but c'est de les remettre sur le chemin du bénévolat pour retrouver du lien social. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci, monsieur. Monsieur, levez-vous. Vous avez la parole. Monsieur le secrétaire d'État, bonjour. Alexandre Aubert, je suis trésorier général de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, également trésorier général du comité d'organisation du 127e Congrès national des sapeurs-pompiers de France qui se déroulera en 2020 à Marseille. Monsieur le secrétaire d'État, ma question va s'orienter vers les contrats aidés. Vous imaginez bien que le secteur associatif est un secteur qui est utilisé forcément. Le gouvernement a pris la décision de réduire considérablement le budget alloué aux emplois aidés, contrats utilisés de fait dans le monde associatif, pour leurs divers avantages, notamment financiers. Vous avez souhaité en modifier le contour et en faire l'un des contrats les moins employés dans le marché du travail.
Au regard des chiffres, en 2018, seulement 60 000 contrats aidés ont été signés alors que l'État avait ouvert une enveloppe de 200 000, soit à peu près 259 000 de moins qu'en 2017. La raison est simple, le contour du nouveau dispositif mis en place est bien plus coûteux et contraignant pour les employeurs, décourageant certaines structures d'ailleurs à y recourir malgré leurs besoins. En complément de ce dispositif, votre gouvernement a créé le PEC, le Parcours Emploi Compétences, encore moins employé car pas du tout adapté à nos besoins. Il faut se rappeler que le secteur associatif, c'est 180 000 structures et près de 2 millions de salariés. Les questions sont simples. Quelles solutions vous proposez pour faire face à cette problématique du mode d'emploi dans le milieu associatif? Êtes-vous prêt à faire marche arrière sur les positions vis-à-vis des contrats aidés? Avez-vous une vision de l'avenir à partager avec nous sur cette thématique du mode d'emploi dans le milieu associatif? Et au-delà, il ne faut quand même pas oublier, Monsieur le secrétaire d'État, que le milieu associatif est aujourd'hui un acteur majeur de la vie économique et sociale de notre pays. Et au-delà, elle est le seul à savoir allier le sens du service public de l'administration à la capacité d'adaptation du privé. Je pense donc qu'il y a beaucoup à travailler sur ce sujet. Merci, monsieur. Monsieur, vous avez la parole. Et après, peut-être, je reviens vers Gabriel Attal. Merci. Mathieu Bohy, directeur régional des CMA PACA et secrétaire général du FSPMA, Mouvement Associatif Régional. J'ai aussi un petit papier parce que je me fais porte-parole notamment d'un certain nombre d'associations, notamment d'éducation populaire au sein du mouvement associatif. Pour nous, le champ associatif n'est pas un champ comme les autres. Il s'inscrit dans celui de l'économie sociale et solidaire. Ce ne sont pas des 20 mots, traduisent bien des valeurs sociales et solidaires. On n'est pas à la recherche du profit. Les salariés et les adhérents militants de ces associations s'engagent tous les jours autour d'un projet associatif qui a du sens pour eux, et nous défendons qu'une association, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Par ses formes de gouvernance, entre autres, c'est les codes de l'engagement et de la citoyenneté. Pour que les projets associatifs se développent, il faut que les moyens pérennes, et nous avons des besoins aussi de compétences particulières. Des politiques d'aide à l'emploi sont indispensables pour reconnaître ces spécificités associatives. Il faut plusieurs années pour structurer une équipe de salariés et de bénévoles, et parfois quelques décisions politiques hâtives pour tout briser soudainement. L'exemple des CAE a mis à mal nos structures et a brisé un élan cohérent, et nous avons pu prouver ici, notamment régionalement, que nos associations avaient joué le jeu de la formation et de l'accompagnement de tous ces salariés. Beaucoup d'entre nous en souffrent encore. Pour nous, pérenniser, c'est former. Nous croyons à la formation comme un vecteur de l'épanouissement et d'évolution aussi de tous les acteurs associatifs, aussi bien les bénévoles que les salariés. La réforme de la formation professionnelle, qui réduit les moyens pour engager des formations qualifiantes, nous inquiète. L'ubérisation de la formation va fragiliser les plus pauvres, les moins informés ou les moins accompagnés. La simplification, c'est souvent la réduction des moyens, et elle devient la complexification. Nous espérons que le dialogue social et la place des branches continuent à exister pour que la formation professionnelle, notamment dans le monde de l'animation, se poursuive. Quelques propositions. Au sein du mouvement associatif, certains d'entre nous travaillent pour permettre l'accès aux loisirs, aux vacances collectives, dans des objectifs d'épanouissement personnel pour tous. Cela fait aussi partie des revendications actuelles de nos concitoyens, qui en sont encore trop exclus. Nous croyons aux vertus de l'éducation populaire pour cela, et la crise actuelle dans laquelle nous sommes creuse l'écart entre ceux qui ont les moyens de pouvoir le faire et ceux qui en sont exclus. Notre place dans le cadre du prochain service universel national devrait par exemple être centrale et incontestable pour former la jeunesse de notre pays dans un projet citoyen et républicain. Nos actions éducatives passées l'ont démontré et nous pensons pouvoir s'impliquer davantage. Ensuite, dernière proposition, la mise en concurrence entre certains d'entre nous favorise le moins-disant. Ça dénature ou ça dévoie parfois le sens de nos projets que nous défendons parce que ça nous entraîne parfois à devoir lutter pour nos survies. En se confrontant, au final, nos projets s'appauvrissent. Nos actions au service de l'intérêt général et du plus grand nombre participent au lien social et méritent davantage que de nous laisser dans un grand marché libéral qui ne correspond pas à nos valeurs. Pourquoi pas ne pas intégrer des clauses sociales dans le cadre des appels d'offres? Les associations défendent ces valeurs-là. Ou alors imposer que la part des critères de prix ne dépasse pas 25%. Comment faire pour lutter dans des appels d'offres où certains critères de prix c'est 80%, nos projets on n'y répond même pas. Les services que nous rendons n'ont parfois pas de valeur monétaire, mais une plus-value sociale difficile
à évaluer. Travailler autour de projets communs co-construits nous semble encore avoir plus de sens. Quelques questions. Quelle politique ambitieuse et quelle action concrète, monsieur le secrétaire d'État, comptez-vous mettre en œuvre pour réparer les cas occasionnés, reconnaître l'importance de nos structures, de l'économie sociale et solidaire, et redonner confiance aux acteurs que nous sommes? Comment reconnaître la spécificité des associations et de leurs projets de société dans une politique de l'emploi, de la formation professionnelle, et pouvoir ainsi soutenir sur le long terme l'engagement, le bénévolat et les actions d'intérêt général au service de tous, et notamment des plus démunis. Nos associations ont les projets pour y répondre. Toute la salle en témoigne ce soir. Mais de plus en plus d'inquiétudes et d'incertitudes sur les moyens d'agir et ses modalités. Les associations ont le mérite de conserver la confiance et l'engagement important des citoyens de notre pays, contrairement à d'autres corps intermédiaires. Cet enjeu de cohésion sociale nous semble important à conserver. Merci. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Après aussi, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais quand même répondre aux différentes questions qui ont été posées. La Ligue de protection des oiseaux a posé plusieurs questions qui reviennent beaucoup dans les échanges que je peux avoir avec les associations. J'ai du mal à me redire, excusez-moi. Non, il y a la question de la trésorerie, effectivement, et des fonds qui prennent un petit peu de temps avant d'arriver. Ça, c'est un vrai sujet, notamment sur les fonds européens. Ça reviendra beaucoup. C'est pas, voilà, c'est encore pire, une catastrophe, j'entends. Donc là, typiquement, il y a dans le cadre du grand débat, dans un grand débat que j'ai eu, une proposition qui a été apportée de mettre en place un fonds d'amorçage que nous, on gérerait avec le versement d'un financement dans l'attente que les fonds européens arrivent avec un remboursement pour permettre de faire la jonction et éviter que des ruptures trop importantes, parce que si on prend l'exemple des fonds européens, c'est voilà, plusieurs années, donc là-dessus, c'est quelque chose qu'on regarde. Et je pense que ça correspond un peu à ce que vous poussiez. Vous avez posé la question de la pluriannualité. Là aussi, c'est quelque chose qui est remonté. D'ailleurs, c'est remonté dans le cadre du grand débat auquel a participé le président de la République autour de la politique de la ville. Et il a pris l'engagement lui-même d'aller vers davantage de CPE. Mais bon, évidemment, je travaille avec mon équipe à faire des propositions sur ce sujet-là. Et je veux deux choses. Un, on peut prendre des engagements pour ce qui est des subventions de l'État et des collectivités locales. On ne peut pas nous leur imposer de recourir davantage au CPO et à plus de pluriannualité. Et on peut les inviter à le faire. Mais il ne faut pas imaginer que tout d'un coup, tout va passer avec un système de CPO. Deux, qui dit pluriannualité dit vraie évaluation. Parce que c'est important que dans ces cas-là, qu'il y ait une vraie évaluation, parce que une association qui se retrouve en convention pluriannuelle, il faut quand même s'assurer, c'est juste normal, légitime, qu'elle continue à atteindre l'objectif affiché. Et il faut permettre, dans ces cas-là, qu'il y ait aussi du mouvement, qu'il y ait d'autres associations qui puissent bénéficier de soutien si elles proposent d'autres choses. Donc, pour moi, il faut regarder ça ensemble. Mais moi, j'entends parfaitement l'enjeu qui est porté régulièrement par des associations d'un besoin de visibilité. Visibilité sur plusieurs années. Et typiquement, vous exprimez, monsieur, sur vos enjeux qui sont des enjeux de long terme. Effectivement, il faut travailler avec des jeunes qui sont un peu moins jeunes et développer des actions sur le long terme. On voit bien l'enjeu et là-dessus, le président de la République s'étant exprimé, je pense que une volonté assez claire qui a été affichée pour avancer dans cette direction et je pense que ça fera partie de l'enrichissement de la feuille de route. Et puis il y a la question de la gouvernance que vous avez abordée, du rajeunissement que vous souhaitez dans les organes de gouvernance des associations. Je le souhaite aussi, hein, pas uniquement parce que je suis jeune, mais parce que je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de jeunes qui s'engagent et que pour ça, il faut aussi reconnaître davantage leur engagement à tous les niveaux de l'association. Moi, je vois plusieurs pistes. D'abord, inciter les jeunes, pousser les jeunes à s'engager. Et là, le service national universel, ça va être une brique importante, pas la seule, parce qu'il y a d'autres travaux à faire sur l'enseignement moral et civique à l'école pour faire en sorte que les associations interviennent davantage, que les jeunes soient davantage en lien avec les associations pour développer cette culture. Il y a la question de la reconnaissance des compétences qui a été évoquée par Franck Bénévolat, sur laquelle je vais revenir. Il y a la question aussi de donner plus de visibilité, de lisibilité à des dispositifs qui existent aujourd'hui, comme des congés pour engagement, etc., dans l'entreprise, qui sont assez peu connus de beaucoup de salariés. Donc on a lancé une mission sur le sujet, un travail, pour arriver dans les prochains mois à proposer une simplification pour que ça soit davantage connu par les salariés et par les entreprises et que davantage de salariés puissent y avoir recours. Il peut y avoir d'autres propositions faites. Ce matin, j'avais rendez-vous avec les Restos du Cœur, président national,
voilà, lui m'a fait une proposition, c'est d'autoriser le don de RTT pour l'engagement associatif. Aujourd'hui, il a été autorisé notamment pour les cas d'enfants malades. Est-ce que voilà, on pourrait aller vers un système où on l'autorise pour des personnes qui ont des responsabilités associatives, pour que des collègues puissent leur donner des RTT pour qu'ils puissent. Je ne dis pas qu'on va le faire, je dis que c'est une proposition concrète qui a été faite ce matin et que pour le coup, je pense que c'est intéressant de la regarder en lien avec les partenaires sociaux évidemment, mais ça fait partie des idées qu'on peut développer. Je remercie l'Union des associations de tourisme pour le témoignage. C'est typiquement, et le président régional du mouvement associatif me disait, un témoignage d'engagement exemplaire, d'accompagnement et d'insertion pour des personnes qui bénéficiaient de contrats aidés. Moi, j'ai jamais dit que les pratiques en matière d'emploi aidé, personne n'a jamais dit ça au gouvernement, étaient tout à jeter dans ce qui se faisait avant. Personne n'a dit ça. Ce qui est vrai, c'est que dans certains cas, peut-être dans beaucoup de cas, l'objectif principal de ceux qui portaient les emplois aidés n'était pas d'insérer les bénéficiaires, alors même que c'était la finalité principale. Et ça a été clairement dit. Et ça, alors, il y a les collectivités locales, il y a les associations, c'est peut-être pas pareil partout. En l'occurrence, je suis local depuis 2014, j'ai vu aussi un certain nombre de pratiques. Donc il y a des témoignages. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à soutenir l'emploi associatif dans les différents cas de figure où il y a besoin d'un soutien. On voit qu'il n'y a pas besoin de soutien partout, que certaines associations arrivent soit à grandir et à devenir tellement importantes qu'elles ont besoin de ce soutien-là, soit à développer leur source de financement. Votre témoignage sur le gîte, c'est aussi ça, c'est le témoignage de diversification des sources de financement qui fait que vous avez gardé vos vies salariés et que du fait de ces modes de financement différents qui arrivent, vous avez pu... Et on a quand même des financements publics. Et vous avez quand même, heureusement, des financements publics. Et vous continuerez à en avoir. Voilà. Moi, ce que j'ai proposé dans la feuille de route, c'est de développer, en tout cas pour ce qui est des petites associations qui cherchent à recruter leurs premiers salariés pour grandir justement, pour ensuite aller chercher des fonds, parce que c'est un travail titanesque, vous le savez, vous êtes les premiers à le savoir, de savoir où sont les subventions disponibles, remplir les dossiers, etc. Et souvent, le fait d'avoir un salarié, une personne pour la structure, ça aide beaucoup à aller chercher ces financements et ensuite à passer une échelle et à grandir. Donc, moi, ce que j'ai proposé dans le cadre de la feuille de route et qu'on va déployer cette année, c'est de mettre en place des groupements d'employeurs partout dans le territoire. Concrètement, une petite association bénévole toute seule, souvent, elle n'a pas la possibilité de recruter toute seule, parce qu'elle n'a pas les moyens. Et si elle se met avec une, deux, trois autres associations de son même bassin de vie, peut-être qu'ensemble, elles peuvent recruter un premier salarié qu'elles mutualisent, à condition qu'elles aient une aide. Et pour ça, on va passer par les postes FONGEP, c'est les postes FONGEP qui sont subventionnés à hauteur de 7 000 € par an pendant 3 ans. Et donc, on va mettre en place des appels à projets, désolé du terme, je sais que c'est jamais très populaire, mais en tout cas, des appels à projets pour des petites associations qui proposeraient un groupement d'employeurs, qui diraient voilà, nous on se regroupe et on propose un groupement d'employeurs. Dans ces cas-là, il y aura un poste FONGEP, on va en flécher 200 là, dès cette année. Et puis, il y aura une petite subvention d'amorçage pour faire démarrer le groupement. Donc, ça veut dire qu'il faut un soutien de l'État, c'est ce que j'ai annoncé. Il faut aussi peut-être parfois une mutation culturelle dans le tissu associatif, parce que c'est vrai qu'il y a pu avoir un développement associatif un peu individuel, entre guillemets, où des associations étaient constituées alors même que d'autres associations existaient sur le même territoire et faisaient parfois la même chose. Donc il faut accepter de travailler ensemble, de se regrouper. Il faut aussi accepter l'idée qu'on peut se regrouper avec des associations qui ne font pas du tout la même chose. Des associations qui ne sont pas du tout sur les mêmes thématiques peuvent former un groupement d'employeurs ensemble et avoir un salarié qui bénéficie à toutes les associations sur des missions transversales que sont la recherche de fonds, la gestion de projets ou la communication. Donc voilà, il faut aussi qu'il y ait ce travail-là qui est fait, mais je sais, on travaille beaucoup avec le mouvement associatif, que ça va se développer. Sur la question des emplois aidés, pour poursuivre. Déjà, moi je veux rappeler, les emplois aidés, avant la transformation en PEC, c'était 8% de l'emploi associatif. Donc ce n'était pas toutes les associations. Il y a des champs en particulier qui pourraient être beaucoup, notamment la culture et le sport. On sait que là, les effets ont été importants. Et souvent, effectivement, c'est des associations qui sont très présentes dans les quartiers. Et effectivement, il peut y avoir un impact. Le président de la République l'a dit là aussi. On est ouvert à des propositions qui ne seraient pas le retour aux emplois aidés, parce que si on est passé au PEC, c'est bien parce qu'on a des objectifs politiques et qu'on ne veut pas revenir dessus, notamment celui de l'accompagnement. Mais déjà, vous l'avez dit, il y a un recours au PEC qui n'a pas été total. Le fait, ce n'est pas les chiffres que vous avez évoqués, c'est 140 000 PEC qui ont été signés, alors qu'il y en avait 200 000 qui étaient budgétés. Donc on voit bien, on ne va pas se mentir, on va se dire les choses, ça n'a pas aussi bien marché qu'on l'aurait voulu. La question, c'est pourquoi. Moi, je pose toujours cette question aux associations.
Est-ce que c'est le niveau de subvention qui a baissé, qui à lui seul explique le fait que vous n'avez pas recours à un PEC? Ou est-ce que c'est les obligations qui vous sont demandées en matière d'accompagnement et d'insertion qui sont trop lourdes pour votre structure? Il y a un dispositif qui existait il y a quelques années dans le champ sportif avec, je crois que ça s'appelait Profession Sport, où en fait les structures associatives pouvaient se décharger sur un organisme de toutes les démarches et les obligations d'accompagnement, voilà, parce que c'était trop compliqué à gérer pour elles. Et à ce moment-là, elles sont déportées. Est-ce que aller vers un système comme ça pour l'ensemble du secteur associatif, ça peut aider et faire en sorte qu'on arrive à avoir davantage d'associations qui ont un recours au PEC? Ça peut être une piste. Est-ce qu'il faut créer un autre dispositif, par exemple avec des emplois qui seraient subventionnés de manière plus importante, mais toujours dans cette idée de permettre à des associations de passer l'échelle avec, par exemple, un taux de subventionnant qui serait dégressif sur plusieurs années. Ça fait partie des possibilités aussi qui sont proposées, qui sont des propositions qui émanent des associations et qu'on regarde. S'il y en a d'autres, moi je suis évidemment tout à fait prêt à les entendre. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent, c'est-à-dire que je suis trop long, mais je vais quand même répondre aux questions qui ont été posées. Il n'a plus de micro là. On a encore une heure, donc c'est quand même pas mal. Oui, sur la question de la valorisation de l'engagement, qui me tient à cœur. Là-dessus, j'ai annoncé, ça renvoie vraiment au sujet de rajeunissement et de l'attractivité des associations pour de nouveaux bénévoles. On n'est pas bénévole juste parce qu'on veut développer une compétence, quand même, au départ une démarche un peu désintéressée d'intérêt général, mais moi j'assume, et je crois qu'on assume tous ici de dire que pour celui qui est bénévole, celui qui s'engage, l'engagement c'est pour les autres, mais ça doit aussi lui bénéficier et ça doit aussi lui permettre à lui d'engranger un certain nombre de choses, un bagage qui lui permet de s'insérer professionnellement, s'il est étudiant, de valider un certain nombre de crédits, etc. Il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui qui ne sont pas ouverts à tous, le CFGA par exemple, tout le monde n'est pas concerné. Donc moi ce que j'ai annoncé dans la feuille de route, même si on va avancer cette année, c'est qu'on va proposer, en lien avec le mouvement associatif, des modules qui seront basés en grande partie sur le numérique, de certification de compétences acquises à l'occasion d'un engagement. Ce sera gratuit pour tous les bénévoles, ce sera sans doute lié au compte d'engagement citoyen. Et donc ça permettra de certifier des compétences qui pourront ensuite être valorisées et d'avoir cette certification gratuitement qui sera proposée. On est en train de le développer, un peu de temps parce qu'il faut quand même que ça tienne la route, mais ça fait partie de ce que j'ai annoncé. Ensuite, moi je pense qu'il faut qu'on travaille aussi à une forme de référentiel partagé entre le mouvement associatif, les pouvoirs publics et les employeurs, pour faire un peu référence. Parce qu'on voit bien qu'il y a une bascule sociétale. J'en parlais tout à l'heure au cloître, avec les représentants d'entreprise, il y a une bascule sociétale. Aujourd'hui, vous avez des employeurs qui recherchent cet engagement de la part des candidats qui se présentent pour un emploi. Comme me l'a dit le président du MEDEF, on voit bien qu'il y a un pas qui a été franchi, il a dit le bas du CV est en train de devenir le haut du CV. Et dans un monde où les métiers se transforment très rapidement et où il y a peut-être besoin davantage de compétences transversales, de ce qu'on appelle les soft skills, pour être sûr qu'on a une capacité d'adaptation, une capacité à travailler en collectif, etc., l'engagement, c'est quand même ce qui permet de certifier ces compétences-là. Et donc, l'idée, ça serait de réunir l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce sujet, parce qu'il y en a beaucoup. La Jeune Chambre économique qui a le CV citoyen, qui est un super outil qui se développe beaucoup dans les entreprises. Il y a des collectifs comme AnimaFac, comme France Bénévolat, comme d'autres qui ont travaillé à cette question-là. Réunir et avoir un référentiel partagé pour qu'il soit davantage impactant dans le milieu professionnel. Je crois que j'ai répondu à l'essentiel. Évidemment, pour les CMA, pardon. Non, mais je vois une pression, vous vous rapprochez petit à petit. Si vous alliez me prendre le micro, c'est assez angoissant. Ah bah très bien, je vais vous la passer. Mais pour répondre, vous avez abordé un sujet qui moi me tient beaucoup à cœur, qui n'est pas directement un sujet de vie associative et de tissu associatif, mais qui est celui des vacances. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu sur les ronds-points des Gilets jaunes dire cette phrase qui est beaucoup revenue: j'ai même pas de quoi payer des vacances à mes enfants. Et c'est à la fois un enjeu de pouvoir d'achat et un enjeu de bien-être pour des familles, mais c'est aussi un enjeu de mixité sociale. On parle beaucoup de la question de mixité sociale, de cohésion territoriale, du fait qu'il y a des jeunesses qui se rencontrent beaucoup moins qu'auparavant, que sans doute la diminution du recours aux colonies de vacances explique ça. Le service national universel, ça va être une réponse, une brique parmi d'autres. Moi, je pense qu'on peut aussi peut-être sortir de ce grand débat avec des propositions sur le rebond des colonies de vacances. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un outil de mixité, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui partent en colonies de vacances, et malheureusement, la mixité n'est plus vraiment au rendez-vous parce que c'est un public particulier qui a des aides de la CAF, qui peut y recourir. Voilà, est-ce qu'on arrive à construire un dispositif
de droit aux vacances pour des enfants de classe moyenne, pour justement compléter et avoir davantage de mixité. Je pense que ça peut être enfin, en tout cas, moi, c'est un sujet que je regarde et sur lequel je travaille. Merci. Monsieur le Président. Merci. Non, bon, je me lève puisque c'est la pratique. Deux mots simplement pour réagir sur la question de l'emploi et sur la question des emplois aidés. Un des soucis, c'est que la question des emplois aidés a été mal traitée, parce qu'on a jeté le bébé avec le bain d'une certaine façon, et on n'a pas pris le temps de l'écoute de tout ce qui a été dit sur à la fois l'impact social des emplois aidés. C'est-à-dire des emplois aidés, ce sont aussi des emplois aidants, c'est ce qui a été dit d'ailleurs dans le rapport Bordeaux, mais ce que ça permet dans la société, ce que ça a apporté comme service. Donc tout ça a été balayé très vite, et effectivement les PEC sont en partie inadaptés pour une partie du monde associatif qui n'a pas les capacités de financer ce qui n'est plus financé par l'État, et les exigences en termes d'information et d'accompagnement, bien entendu. La question, c'est qu'on confond aussi deux choses. Et nous, la proposition qu'on a faite, c'est la question des emplois aidés ou des PEC, c'est une question d'insertion professionnelle pour des publics éloignés de l'emploi. C'est un sujet, mais le monde associatif n'est pas seul responsable de ça. Il y a le sujet de l'emploi associatif en tant que tel. Donc nous, ce que nous avons proposé, c'est de travailler sur une politique d'emploi associatif en tant que tel, d'emploi socialement utile. Et donc on avait fait cette proposition dans le rapport qu'on avait remis, de créer 38 000 emplois socialement utiles dès l'année actuelle. Ça n'a pas été retenu, peut-être qu'on peut y arriver pour l'année prochaine. Et qui soient dédiés surtout aux petites et moyennes associations, mono-employeurs, qui n'ont pas, et donc qui soient des emplois dédiés au développement du projet associatif en tant que tel. Effectivement, prenons exemple sur le FONGEP, mais allant au-delà donc des 4000 postes que vous avez proposés. Et ça, c'est possible de le financer, notamment en prenant 3%, on l'a proposé, sur le 3% du plan d'investissement compétences, par exemple, et qui permettrait de cibler aussi les plus jeunes et les seniors. Voilà. Il y a des pistes, en tout cas, là-dessus, pour à la fois améliorer le dispositif PEC, mais encore une fois, c'est un objectif d'insertion, et travailler sur une véritable politique pour l'emploi. Moi, dernier mot également, c'est sur la question du rôle d'une tête de réseau. C'est-à-dire que je pense qu'on plaide pour que le système soit pensé de manière globale. C'est-à-dire que les associations mono-employeuses ou qui sont soutenues puissent être aussi intégrées dans un système où il y a de l'accompagnement, de l'appui, et le fait fédératif, d'une certaine manière, il joue ce rôle-là. Donc il y a des têtes de réseau associatifs qui sont aujourd'hui un peu en souffrance, qui sont dans l'angle mort, j'ai l'impression, des politiques, alors c'est pas forcément ressorti là, mais qui sont en souffrance dans les territoires, qui ne sont pas toujours reconnues pour ce qu'elles apportent, mais elles ont aussi un rôle essentiel d'accompagnement, d'appui pour des plus petites structures, et il y a là un écosystème très important qu'il faut regarder, parce que c'est l'ensemble de la chaîne qui compte en définitive quand on veut appuyer une association, pour éviter de faire du saupoudrage, pour permettre justement de créer des parcours d'une certaine manière d'entraide, de solidarité également entre les associations et les têtes de réseau, où le fait fédératif d'une certaine manière, auquel on tient beaucoup aussi, est un élément très important, et il est aujourd'hui un peu perdu de vue de ce petit. Merci beaucoup, il nous reste 3 quarts d'heure, on va continuer. Madame. Bonsoir, je suis Jeanne Dufour. Je travaille pour Apprentis d'Auteuil. Je dirige une maison des familles qui se trouve à Marseille dans le quartier nord, qui a été fondée en partenariat avec l'association Le Rocher, Oasis Décidé. Moi, ce soir, je suis venue participer à un débat et pas à un temps de questions-réponses, ni à une réunion politique. Alors, je suis un peu surprise, parce qu'en fait, moi, j'avais cru comprendre qu'on posait les questions non pour avoir votre réponse, monsieur le secrétaire d'État, mais plutôt pour solliciter notre intelligence collective. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Voilà. Et vous ne l'avez pas senti jusqu'à présent? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Il manque des interactions, des propositions des uns et des autres. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que proposent les personnes qui connaissent le monde associatif, qui sont aujourd'hui engagées, qui sont bénéficiaires, qui accordent de l'importance. Voilà. Alors, on a parlé de simplifier pas mal de choses avec la proposition
de financement pluriannuel avec des groupements d'employeurs. Moi, j'aimerais bien qu'on voit concrètement comment ça peut se faire, voilà, ce que proposent les acteurs et ce que proposent les acteurs publics aussi. Parce qu'en fait, on travaille ensemble, on ne travaille pas l'un contre l'autre. Enfin, vous travaillez pour les Français et pour les personnes qui vivent en France. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont vos préconisations au regard de votre expérience. Et puis aussi, je voudrais poser la question de l'identification des crises actuelles. Parce qu'on a posé cette question assez largement. Association, une réponse aux crises actuelles. Et je crois qu'on a des lectures différentes les uns des autres de ce que sont les crises actuelles majeures. Et ça m'intéresse d'avoir votre approche, votre point de vue. Vous profitez de dire, vous, au-delà de la méthode, votre regard justement sur les crises actuelles. Aujourd'hui, moi j'identifie une crise majeure en France et peut-être aussi dans le monde occidental liée à la solitude et à l'isolement. Et si je peux en témoigner à l'échelle des familles, puisque c'est avec elles qu'aujourd'hui je travaille à la Maison des Familles Les Buissonnets, mais je me rends bien compte que cette solitude et cet isolement traversent tous les pans de notre société, qu'on soit jeune, adulte, personne âgée, personne en situation de handicap. Voilà, donc je me rends bien compte de ça. Mais vous avez peut-être aussi, vous, votre approche et vos actions aussi. Et donc pas seulement lié à une question de revenus, de budget familial? Il y a la question du budget familial, et aujourd'hui on constate que notre système allocataire, notre système de redistribution financier ne suffit pas à résoudre la question de la crise qui existe. Alors, oui, on s'appuie sur le système associatif, pour qui la création de liens est essentielle, et on a besoin aujourd'hui de personnes qui donnent, qui se donnent, et qui reçoivent aussi, qui ont cette capacité à tisser du lien, et à redonner à chacun toute sa valeur en tant que personne. Ouais. Et pour vous, la dimension culturelle, je me fais gronder, mais est-ce que la dimension culturelle, on n'a pas encore beaucoup évoqué, est une des clés de réponse? Oui, parmi d'autres, oui. Merci. Alors, monsieur, levez-vous. Oui, alors, Henri-José Delofeu, je suis président depuis 20 ans, c'est encore mieux que Vladimir Poutine, je crois, d'une association qui gère 2 équipements sociaux des quartiers nord, la Maison des Familles et le Centre social des Flamands. Bon, alors, mon idée quand j'ai vu ce titre, c'était de dire, oui, qu'est-ce qu'on a comme offre comme réponse à cette association qui a quand même un budget de 700 000 €, donc c'est pas rien. Et c'est pour ça que j'ai préféré d'abord laisser parler des petites associations, si vous voulez, parce que là, on peut considérer que c'est un gros truc. Est-ce que ce gros truc répond aux crises actuelles? Alors, bon, je parle d'un constat. Si vous voulez, la réponse à la crise du pouvoir d'achat, hein, on va être très modeste et très pragmatique. Ce que j'ai pu observer, c'est que cette réponse était de type individuel. C'est-à-dire que on disait, bon, si vous voulez résoudre mon problème de pouvoir d'achat, disait M. X, gilet jaune, il faut me donner plus de fric, bon, à moi individuellement. Bon, c'est très bien, et c'est important, effectivement, hein, de résoudre, d'augmenter le salaire des gens, de donner des primes comme le font les bons patrons, c'est important. Mais il y a un autre type de réponse qui n'a pas été vraiment évoqué, c'est la redistribution collective. Hein, la façon d'augmenter le pouvoir d'achat par une action collective. Et le type d'association que nous avons, le type d'action que nous avons, c'est justement d'essayer de faire ça. Je prends un exemple précis. Par exemple, nous avons un programme santé-nutrition. Nous apprenons aux gens, avec un budget constant, à manger mieux, à dépenser moins, avec l'association d'un nutritionniste, d'un cuisinier. Je ne le mentionne pas, mais c'est remarquable parce que c'est quasiment du bénévolat pour un cuisinier de valeur, hein, et d'un médecin. Voilà. Ces gens-là aident concrètement des citoyens à améliorer leur existence quotidienne. Alors j'ai pris cet exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. Il y a celui des vacances. Nous envoyons régulièrement des jeunes faire du ski. Bon, moi j'ai fait ça avec mes petits-enfants récemment. Et je prie de croire qu'ils ne pouvaient le nourrir. Moi j'ai payé plein pot. Bon, et
là, on a trouvé des financements pour que dans les quartiers nord, on puisse aller faire un peu de ski quand même. Donc il y a cette réponse. Il y a cette réponse des centres sociaux, hein, des équipements sociaux qui augmentent le pouvoir d'achat des gens par des actions collectives. Alors, ce constat, j'en fais un autre maintenant. C'est qu'il y a des problèmes. Ça pourrait être mieux. Hein, et ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit mieux. Pourquoi ça pourrait être mieux? Parce qu'il y a le problème que ces grosses associations fonctionnent par avec un pool de financeurs extrêmement nombreux et que l'accord entre ces financeurs est souvent difficile à avoir parce qu'il y a les problèmes d'emploi aidés qu'on a cités tout à l'heure. Bref, il y a des améliorations qui pourraient être faites à ce sujet. Et la proposition que je fais très concrètement, c'est que sur ce point précis, et ça ne doit pas opérer la question des associations qui ont parlé avant, mais sur le plan des associations d'habitants qui gèrent des équipements sociaux, nous aimerions qu'il y ait une sorte d'états généraux de l'action sociale de voisinage qui nous permettent d'améliorer encore ce que nous sommes en train de faire. Avec les CAF. Avec les CAF, avec les bénéficiaires. Tous les acteurs, tous les financeurs et les citoyens. Parce qu'il y a de nombreuses idées qui pourraient être récupérées et qui répondraient à un problème concret qui est celui comment avoir plus en dépensant moins. Merci, Monsieur le Président. Juste une question, vous allez vous représenter? J'attends la réponse de Poutine lui-même, parce que j'ai envie de battre son record. Merci, Madame. Oui, bonjour, Christine Zouter, je représente un opérateur de compétences, Uniformation, on en a parlé tout à l'heure, et pour faire fonctionner toutes ces bonnes idées associatives, j'aimerais revenir à la question de l'emploi. Tout à l'heure, vous avez souligné la qualité de l'opération de l'UNAT, avec ses emplois associatifs dans le monde du tourisme social et familial. Et donc, on a beaucoup parlé aussi de la question des PEC, des contrats aidés. J'aimerais revenir sur l'accompagnement parce que j'aimerais qu'on se rappelle, une bonne fois pour toutes, que nos associations ont toujours fait le boulot et ont toujours formé et diplômé leurs salariés en contrat aidé. Et j'en ai la preuve, puisque nous, au niveau de l'Uniformation, nous avons débloqué des millions d'euros avec des cofinancements de l'État et de la région pour financer la formation de ces contrats aidés. Alors, j'aimerais revenir sur cette question des PEC, parce que si aujourd'hui, tous autour de la table, on est en train de vous dire qu'il nous faut de l'emploi dans les associations et donc on a besoin d'avoir ces contrats aidés, moi, j'aurais quand même posé une question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la réforme de la formation, vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai entendu, nous, en tant qu'opérateurs de compétences, nous ne pourrons plus aider ces associations à aller vers de l'accompagnement de formation. Or, on est sur des métiers où on a besoin de recruter, où on a de l'emploi, les serveurs, les animateurs, les aides à domicile, des métiers dans la petite enfance, où il faut non pas du développement de compétences simples, on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais des vraies qualifications, parce qu'on a affaire derrière à des publics fragiles. Et donc, on a besoin d'avoir des qualifications réelles pour aller de l'avant et pour avoir une mission d'utilité publique. Alors, je me pose une question aujourd'hui toute bête, c'est que vous demandez demain aux opérateurs de compétences, on l'a bien compris, de développer l'apprentissage, de développer les contrats d'apprentissage, de développer les contrats de professionnalisation. Nos associations, depuis 40 ans, utilisent des contrats aidés et ne peuvent pas développer des contrats de professionnalisation. Et à côté de ça, on monte des usines à gaz où on va essayer de trouver des financements pour former ces PEC. Donc si demain, dans nos structures, on arrive à avoir gain de cause et à avoir des PEC, il n'y aura plus personne pour financer la formation de ces personnes-là. Alors je pose une simple question, pourquoi ne pas imaginer de rentrer dans le rang et d'aller sur des contrats de professionnalisation, sur des contrats d'apprentissage, avec les abondements qui vont bien, pour retrouver notre équilibre sur ce modèle des contrats aidés, puisque là les financements de formation sont prévus, et vous êtes sûr, monsieur Attal, là vous êtes sûr d'avoir un diplôme à la clé. Et moi je peux vous garantir que nos associations ont toujours inséré chez elles ou ailleurs. C'est une promesse qu'on vous fait. Madame, merci, le message est reçu. Monsieur, levez-vous. Merci, bonsoir, monsieur le secrétaire d'État, madame la députée. Christian Piccioli, je suis président régional de la Fédération française du LEM, une fédération aéronautique, et élu sur le plan national également. Et moi, je voudrais m'adresser, je ne veux pas vous demander de subvention, vous voyez déjà, ce sera déjà bien. On représente environ 72 structures en région PACA.
Vous savez que nos bases ULM sont régies par une arrêté qui date de 1986 et que pour exister nos associations qui sont affiliées à une fédération aéronautique qui ont un code du sport, la jeunesse et sport et de l'aviation civile, et pour exister, il leur faut un terrain de jeu, comme un stade par exemple. Et donc nous, on n'a pas la chance de pouvoir faire nos bases ULM en milieu urbain, on n'a pas le droit non plus de les faire en forêt, donc il nous reste que la partie rurale et les champs agricoles. Sauf que là, on est confronté à une machine administrative à tuer nos associations. J'en ai un exemple propre sur une petite commune qui s'appelle Jouques, au nord d'Aix-en-Provence, dont M. Wolof connaît très bien. Une base qui existe depuis 2009, on renouvelle l'arrêté pratiquement tous les 2 ans, avec un dossier à monter avec la bonne intelligence du préfet. Et puis là, nous sommes confrontés à des problèmes environnementaux, alors que nous sommes la seule fédération à avoir un concept environnemental sérieux. Nos nuisances sonores sont maîtrisées à 65 dB, ce n'est pas le cas de tous les avions. Et puis le préfet, bien sûr, écoute les uns et les autres, et on n'est jamais convoqué à ces réunions. Les chasseurs siègent, toutes les autres associations environnementales siègent, jamais nous. Et par contre, on a des restrictions administratives, et notamment, j'en ai une là qui vient de tomber. Je vous donnerai le texte et le secrétaire général de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, qui tarde à nous donner cet arrêté, parce qu'il veut nous restreindre totalement à l'exploitation de notre association, à limiter à 5 membres et à ne pas pouvoir avoir d'autres jeunes, notamment limiter le nombre de mouvements de l'aéronef à 4 mouvements par mois et interdire les autres associations à venir chez nous. Merci monsieur, c'est entendu. Monsieur. Bonjour, Hervé Liberman, président du comité régional olympique et sportif. La première des remarques, c'est de faire passer un message, comme je l'ai fait hier au grand débat national avec votre collègue la ministre des Sports, au musée des Sports. C'est aujourd'hui, chaque fois qu'on défend un dossier pour une demande associative ou une grande manifestation, la première question ou la première remarque qu'on nous fait, c'est le sport nous coûte cher. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'on arrive à inverser ce paradigme et dire que le sport rapporte. Dans les cas, comme tous les autres collègues dans la salle, nous participons à des valeurs citoyennes, à la défense de valeurs laïques, de mixité et d'engagement que nous mettons en place. J'avais 3 propositions à vous formuler ce soir. J'en ai enlevé une parce que vous avez apporté une grande partie sur les emplois aidés que nous appelons maintenant, nous, des emplois aidants. Parce qu'on pense que ça permet de mettre du lien et surtout de refaire un lien, y compris intergénérationnel, dans les familles de nos pratiquants. Mais une piste que je voulais partager avec vous ou avec vos services, c'est la reconnaissance du bénévolat et l'engagement des bénévoles. Réfléchir à un statut de ce bénévole avec une prise en compte et valorisation d'une citoyenneté tout au long de la vie de ces bénévoles, sous forme d'un temps intégré au CPF, qui est le compte personnel de formation, ou par une valorisation à chaque étape de la vie de ces bénévoles, par des équivalences de VAE dans le parcours scolaire et la bonification des points de retraite, en s'appuyant sur le carnet du bénévole, et enfin ne pas oublier le développement du volontariat, qui est aussi une autre forme d'accéder à un bénévolat qui lui permettrait de ne pas être condamné par l'URSSAF ou par différents services fiscaux plus tard, qui viendraient retaxer les efforts qu'on a mis en nous aidant à mettre en place ce volontariat et une valorisation. La deuxième proposition, c'est de rejoindre l'emploi. Nous avons dans la salle le président des CFA des métiers du sport et son directeur. Et l'une de nos idées, comme nous discutons avec des sportifs qui pratiquent pas mal de temps avec dès le jeune âge, on se disait que l'apprentissage pouvait être une des voies pour ces jeunes qui malheureusement ne finiront pas au très haut niveau. Vous savez, celui que visent les Jeux Olympiques avec 80 médailles, 3 millions de licenciés en plus, c'est des grands engagements, c'est des beaux effets de communication, mais derrière il faut qu'on se mette à travailler, et c'est d'imaginer de simplifier l'accessibilité au conventionnement avec les CFA des métiers du sport, et peut-être de créer une idée en permettant, comme on le fait pour la découverte des élèves de classe de 3e
avec des stages d'insertion en entreprise pour qu'ils découvrent un peu l'entreprise, mais ça se fait sous forme de 8 jours. C'est d'imaginer que les élèves de collège qui ont une connotation sportive puissent être intégrés d'une manière que je ne connais pas pour le moment, mais sous forme d'une année de préparation à l'alternance plaisir-passion, alliant le sport et le métier. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Monsieur le Président. Monsieur, vous avez levé le bras longtemps, oui, mais vous avez gardé le sourire. Merci. Donc, merci pour ce débat. Donc, Gilles Marcel, moi je suis le président de la Fédération régionale de France Nature Environnement, c'est-à-dire environ 15 à 20 000 bénévoles. On ne sait pas les compter parce qu'il y en a un petit peu de partout et ils sont, comme ça a été dit, dans des collectifs qui ensuite sont dans des fédérations, donc c'est quelque chose d'extrêmement large. Alors la question posée, association ou réponse aux crises actuelles, la réponse, nous on dit que c'est oui. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on aimerait bien faire partager ce besoin de faire vivre l'association. Très rapidement, là, je vais sur le tronc commun où ça n'a pas été abordé, je dirais un mot sur la trésorerie où je dis maintenant. C'est vraiment un problème central pour nous. On a un peu moins de 10 salariés maintenant, on n'arrive pas à revenir à 10. On passe son notre temps à essayer de trouver une paille pour respirer, alors qu'on a un travail à faire qui est énorme. Et de ce point de vue-là, je pense que quand même, il faudrait arriver à trouver des solutions très rapides. Il y a des financements qui peuvent être facilités, des fonds de roulement, des choses comme ça. C'est pas extraordinaire à mettre en place avec le réseau des caisses d'épargne, avec toutes les banques mutualistes qui existent. Un autre point, d'ailleurs, vous avez évoqué la problématique du PEC. Vous dites au SGAR de modifier son arrêté et de rehausser les taux, et vous verrez que très facilement, on pourra se tourner vers les PEC. Parce qu'il y a des modalités qui font, et la décision, on est bien d'accord, c'est le préfet qui délègue au SGAR et qui fait signer un arrêté qui fixe les conditions. On peut tout à fait, peut-être pas demain, mais après-demain, avoir une plus grande facilité d'accès au PEC. Ça, c'est pour la partie trésorerie qui est quand même, qui nous met dans une très très grande souffrance, une énorme souffrance. On tient le choc, mais sincèrement, c'est très difficile. Sur le tronc commun par rapport aux associations, au-delà des... On représente, nous, donc, la protection de la nature et de l'environnement, ce qui nous donne des possibilités d'agir. Mais sur le plan général, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est quand même qu'au niveau des pouvoirs publics, on arrête d'ignorer les corps intermédiaires et la société civile, qu'il y ait un minimum d'écoute et de prise en considération des apports qu'on peut faire. Parce que tout de même, les conseils économiques et sociaux régionaux, les conseils de développement, les multitudes de commissions dans lesquelles des bénévoles font du travail, tout ça, quand même, on a le sentiment que la prise en considération, elle est un petit peu éloignée. À quel niveau ? À quel niveau ? Des propositions que nous allons faire pour obtenir des... Mais qui ne prend pas en compte l'État, la préfecture, les pouvoirs publics dans leur généralité, les collectivités territoriales, bien sûr, les collectivités territoriales. L'État, généralement, qu'est-ce qu'il nous dit, l'État ? Il nous dit, quand FNE se présente quelque part, on a besoin de vous. Les services de l'État nous disent, on a besoin de vous. Et quand on leur dit, nous, on a besoin de sous, ils disent, mais non, on n'en a plus, on ne peut plus vous en donner. Donc il y a quand même des contradictions là qu'il faudra arriver à surmonter et qui pourraient être... Une incompréhension et des contradictions. Oui, il faut les surmonter ensemble. Hein. Donc ça, c'est l'aspect, disons, un petit peu général. La prise en considération, c'était dit aussi, du temps de travail des bénévoles. Alors c'est vrai, essentiellement, nous sommes des retraités, bien entendu. On ne va pas demander à des personnes salariées qui ont un travail de le quitter, de perdre un salaire pour aller dans ce type de commission. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus. Donc je vais très vite et je passe à la spécificité